Donc bonsoir à tous et merci d'être présents au sein de la Maison des Agros ou en ligne. Donc je me présente, Lucie Vinquet, je suis chargée de communication et d'animation à AgroParité Academy. Je suis également en charge de la relation avec les étudiants sur le campus de Palaiseau. Donc j'en profite pour rappeler aux étudiants que je tiens une permanence en général le mardi sur le campus au bureau Z de 29. Donc n'hésitez pas à venir me rencontrer si vous avez des questions. Je serai ravie d'y répondre. Donc, bienvenue à tous à la Maison des Agros, donc votre maison qui met à la disposition des agros des espaces de coworking ou des salles de réunion privatisables comme celle-ci. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez, par exemple, louer cette salle, ce sera avec plaisir. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de coordonner ce type d'événement avec le pôle alumni du BDE. Chaque année, on organise ce type d'événement toujours axé sur un thème. Et comme vous l'aurez compris, ce soir, le thème est sur l'identité des diplômés de la communauté d'AgroParisTech, donc qui est un sujet au cœur de l'actualité en ce moment même au sein de l'école. Donc l'objectif en fait des soirées Allume ton réseau, c'est d'accompagner les étudiants à la fois dans leurs choix et leurs orientations professionnelles, en leur permettant de découvrir différents parcours et notamment des parcours d'alumni. Donc l'idée c'est aussi pour l'association de développer le lien intergénérationnel et interpromo, qui est une des bases de notre travail associatif. Mais c'est aussi coller au plus près des besoins et des attentes des étudiants pour vraiment les accompagner dans la construction de leur carrière et aussi pour les alumni après, puisque on les suit avec le service carrière du Niagro. Donc toutes les idées, les retours sur cette soirée ou sur d'autres événements sont les bienvenus parce que ça nous permet d'évoluer et aussi de remettre un petit peu en question et d'améliorer ce type d'événement. Donc ça nous permet aussi de vous proposer des choses différentes aussi. Donc, si vous voulez soutenir l'association et les projets qu'elle mène pour les alumni, donc pour vous et pour les étudiants, il y a vraiment 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est vraiment de mettre à jour vos coordonnées. C'est ce qui permet pour nous d'avoir une base solide et de pouvoir après constituer un réseau vraiment fort. Également les adhésions, puisque les adhésions et les dons, c'est un petit peu le carburant de l'association, ce qui permet de l'animer et de développer le réseau et par exemple d'organiser ce type de soirée. Et le dernier point, c'est aussi de la possibilité de s'engager en tant que bénévole. Il y a vraiment une multitude de missions qui peuvent vous être proposées, donc n'hésitez pas à nous contacter pour les connaître. Donc je tiens à remercier ce soir nos alumni qui sont venus témoigner, donc Martin, Benjamin, Félix, Vincent et Anne-Estelle qui va arriver un tout petit peu en retard, mais qui seront présents. Et également un grand merci au pôle alumni 197 du BDE qui ont vraiment beaucoup travaillé sur cette soirée. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je laisse maintenant la parole à Sarah. Donc bonjour, on vous présente la soirée Allume ton réseau du pôle alumni 197, donc mandat 2023 et pour les plus anciens APT 22. Donc on a organisé cette soirée, comme l'a dit Lucie, en partenariat avec l'association AgroParité Academy, précisément avec Lucie Maquet et Gaël Leray, qui nous ont aidés pendant tout le déroulé de l'organisation. Donc cette soirée, comme l'a dit Lucie, elle a pour thème l'identité des diplômés de la communauté AgroParisTech. On a voulu s'inscrire dans le contexte actuel de l'école, qui est le contexte de la réforme du cursus ingénieur. On a voulu l'élargir et penser à tous les parcours, les spécialités qui sont disponibles d'AgroParisTech, qui sont quand même assez importantes. Donc on a l'opportunité d'avoir 4 intervenants et une intervenante qui arrive du coup avec des parcours tous très diversifiés. Donc on n'a pas de manière exhaustive tous les parcours possibles d'AgroParisTech parce que vous pensez bien que la salle n'est pas infinie. Et on a aussi la chance d'avoir du coup Félix Guéguen qui est chargé de projet de la réforme du cursus ingénieur, qui va pouvoir répondre à vos questions ou peut-être même vous en poser. On ne sait pas. Donc cette soirée en réalité elle a pour but de nourrir une réflexion, de laisser une place au débat et que tout le monde à la fin de cette soirée reparte peut-être avec plus de questions qu'il en avait en arrivant. Donc on est dans une soirée Allume ton réseau, donc elle a aussi pour but d'être interactive. Donc le public, n'hésitez pas à poser des questions. En distanciel aussi, on lira vos questions. Enfin, Enzo lira vos questions derrière l'ordinateur et nous les transmettra. Donc plus précisément, cette soirée, on a l'opportunité du coup d'avoir 4 intervenants qui sont depuis Chanaise, qui sera ma co-animatrice, vers moi, Monsieur Vincent Collot, qui est chargé de recherche directeur de recherche au CNRS, Félix Guéguen, comme je l'ai dit, qui est chargé de projet réforme du cursus ingénieur, Benjamin Janton, qui est directeur régional et interdépartemental adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France, et Martin Lipino, qui est fondateur d'une start-up qui s'appelle Neoterra. Donc je vais les laisser du coup présenter un peu plus précisément leur cursus et leur expérience. Si vous êtes prêts, bien évidemment. Monsieur Collot, dites-moi. Très bien.
Merci d'abord de m'accueillir, de nous accueillir. Je suis un très très mauvais élève puisque je crois que je n'ai jamais cotisé à l'association. C'est la première fois que je mets les pieds dans ce bâtiment, mais je suis très heureux d'être là et de vous dire que oui, je suis aussi fier d'être passé par cette école il y a longtemps maintenant. Et mon parcours est sans doute atypique, mais pourquoi pas. Je suis rentré à l'agro en 79. Après, en fait, aussi une formation universitaire. À l'époque, on appelait ça un DUT, donc c'était même pas une licence, c'était 2 années d'université, mais un concours spécifique pour pouvoir rentrer quand même à l'agro. Je suis d'abord arrivé à Rennes et j'ai repassé un concours pour pouvoir prétendre être à Paris. C'était un concours qui permettait ensuite de repasser un autre concours, d'ailleurs. Il y avait 3 concours en une année et demie. C'était pour rentrer au greffe. Et je suis pas rentré au greffe. Voilà. Donc, je suis revenu à Paris. Et là, en fait, c'est là que j'ai eu ma vocation. C'était pas pour devenir ingénieur, mais bien pour devenir chercheur. Et donc, à Paris, c'était quand même idéal. Je pouvais aller suivre des cours partout, aussi bien sûr à l'agro, mais au Collège de France, à l'université, et j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi un stage d'avant-thèse au Muséum national d'histoire naturelle en biophysique moléculaire. C'était très pointu, et tout ça fait que, in fine, je suis devenu chercheur. Je suis rentré au CNRS après quelques années. J'ai la chance d'avoir fait aussi une thèse à Cambridge, au Royaume-Uni, financée par l'INRA. Et depuis, je suis chercheur. Je m'occupe de génétique, d'épigénétique. J'ai utilisé les plantes comme modèle pratiquement depuis le début, mais les plantes comme modèle, au même titre que la souris ou d'autres organismes. Et j'arrive presque à la fin de ma carrière, puisque je prendrai ma retraite dans 2 ans, et je suis très content d'avoir accompagné beaucoup de jeunes. C'est quand même aussi là ce qui peut-être différencie notre activité parmi d'autres activités d'ingénieur agro. C'est, en étant chercheur, on est constamment face à de nouvelles générations d'étudiants, de post-doc, et donc il y a cette nouveauté permanente chaque année, et on rencontre des gens extraordinaires, bien sûr, avec qui on fait un bout de chemin pour répondre à un ensemble de questions qui bien sûr apportent beaucoup plus de questions in fine. Et voilà, après près de 40 ans d'activité de recherche, je suis content de savoir que derrière moi, il y a plusieurs générations de chercheurs et de chercheuses qui portent le flambeau et qui poussent nos connaissances aussi loin que possible. Merci beaucoup. J'étais envoûtée par le discours. Donc, Monsieur Guéguen. Je crois que c'était même pas forcément prévu que je me présente. Oui, voilà. En 2 minutes. Oui, il se trouve que effectivement, je suis un alumni, en plus d'être effectivement de travailler pour AgroParisTech, l'établissement. Donc, je peux vous donner ce qui m'a conduit finalement, les éléments qui m'ont conduit à exercer ce métier et puis à m'engager dans ce projet-là. Donc moi, je suis un 191, été 2016 en fonction du référentiel. Et donc effectivement, j'ai pas terminé l'école parce que je vais faire un double diplôme. J'ai fait 2 ans à l'agro, j'ai fait un double diplôme avec les arts et métiers pour aller faire un petit peu l'ingénierie qui tape un peu plus sur des bouts de métal, on va dire. Et donc à l'issue de ça, j'ai fait 3 ans de conseil en biomimétisme pour faire un petit peu de la transition, l'innovation en transition écologique, l'innovation technologique. À l'issue de ces 3 ans, finalement, voilà, j'ai démissionné pour faire autre chose. Et cette autre chose, c'est en ce nom que je m'exprime. Voilà, je me présente à vous aujourd'hui. Je suis effectivement recruté par l'école au sein de la direction de la formation. Émilie Le Brasseur, nouvelle directrice de la formation, qui vous salue d'ailleurs, ancien collègue, je crois. Et c'est pas non plus à ce titre-là que je vais m'exprimer dans les prochaines minutes. C'est pas au nom d'AgroParisTech, c'est au nom du représentant du GOP, le groupe d'orientation et de préfiguration de la réforme du cursus, qui est cette structure, ce collectif représentatif de toute la communauté AgroParisTech, dont alumni, mais étudiants, tous les départements et enseignants-chercheurs de l'établissement, l'administration, la direction, toutes ces parties prenantes finalement participent des réflexions
de ce groupe de travail qui a vocation finalement à faire de la co-construction autour de ce que sera ce projet de réforme du cursus ingénieur, voilà, qui, comme on le sait, est pressant, nécessaire et voilà, appelé de tout cœur de bon nombre de membres de cette communauté, étudiants en premier lieu, bien sûr, mais pas que. Et je ne suis pas seul du bloc aujourd'hui. Il y a Enzo derrière les platines, si je peux dire, merci à toi. Daphné qui est dans l'auditoire, étudiante aussi. Il y a Nicolas et Marlène en tant qu'alumni dans l'ombre. Mais voilà, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je m'exprime au nom de ce groupe-là et sous leur contrôle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gentil. Merci, bonjour à tous. Alors moi j'ai intégré l'agro en 1997. J'ai honte, moi non plus jamais venu dans cette maison. J'ai travaillé ma cotisation peut-être au tout début, peut-être un peu au début. Donc je suis désolé, mais je viens ici parce que je me dis qu'on a une très belle vue pour la cérémonie des Jeux Olympiques. Donc c'est le moment de renouer les liens. Donc moi je suis fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Je travaille dans une direction régionale du ministère de l'Agriculture. J'ai un parcours un peu classique de ce qu'à l'époque on appelait les ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts, qui sont maintenant devenus des ingénieurs des ponts des eaux et des forêts. Même si je connais rien en pont, pas pour les JO, donc on aura une belle vue depuis les ponts. Donc c'était 2 années à l'agro, on appelait à l'époque l'APG. Et en fin de 2e année, on passait un concours qui nous permettrait d'intégrer une autre école qui s'appelait l'ENGREF, l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts. Et on faisait ensuite une année qui était commune à l'INAPG et à l'ENGREF. Donc la dernière année de l'INA correspondait à cette première année de l'ENGREF, et c'était un cursus en 2 ans à l'ENGREF. Pour ma 2e année, moi j'ai fait qu'à l'époque encore, ça fait dur de dire beaucoup à l'époque, on appelait un DEA, et je suis allé faire un DEA d'évolution, qui était commun à l'université d'Orsay, l'université de Jussieu, Muséum, etc. Et donc ça m'a permis de devenir ingénieur fonctionnaire de l'ENGREF. Et j'ai fait une chose un peu particulière qu'on appelle une FCPR, une formation complémentaire par la recherche. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse tout en étant fonctionnaire et payé par le ministère de l'Agriculture pour faire cette thèse. J'ai fait une thèse en génétique des populations sur une plante envahissante qui s'appelle l'ambroisie. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un laboratoire à Orsay. Et puis ensuite j'ai rejoint le ministère de l'Agriculture où j'officie depuis maintenant quelques années. En ayant fait plusieurs postes, on fait souvent des postes d'une durée de 3-4 ans au sein du ministère, donc entre des directions régionales sur le terrain, on va dire, et puis le ministère, l'administration centrale, plutôt moi sur des sujets en lien avec l'alimentation. Donc au-delà du fait qu'on doit reconnaître que vous avez une carrière passionnante, je peux aussi dire que la maison de l'agro sera pleine pendant les JO. Ben j'espère, oui. Il faut m'inviter, mais je viendrai avec plaisir. Avec les enfants. N'hésitez pas. Donc pour terminer sur de table, Monsieur Lépinot, je vous laisse la parole. Merci. Martin de Lépinot, donc moi je suis de la promo 192, mais grâce à une vie assez intense, j'ai quand même quelque chose à raconter. Donc début de cursus assez classique, donc prépa, première année à Grignon, en tronc commun, et à partir de la 2e année, j'ai rejoint le cursus d'alternance. Donc ça c'est une vraie chance à l'agro, et donc faut pas hésiter à en profiter. C'était vraiment très enrichissant. Et donc D2 à Massy, en alternance avec Capgemini Consulting, qui est devenu ensuite Capgemini Invent. Donc conseil en stratégie et transformation, et puis ensuite progressivement de plus en plus en transformation digitale. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire grâce à l'agro un échange, un MBA en entrepreneuriat et innovation en échange avec l'université de Jérusalem. Donc j'ai une pensée particulière pour tous mes camarades des 2 côtés, on va dire, en ce moment. Et puis ensuite j'ai continué un petit peu donc chez Capgemini Invent. J'ai arrêté parce que je suis devenu père assez tôt, je me suis marié assez jeune, et donc je suis devenu papa, et ce serait un peu trop long de tout expliquer pourquoi, mais donc je suis devenu père au foyer pendant un peu plus d'1 an, et en ayant on va dire une mission bénévole, puisque j'étais avec ma femme responsable
de la colocation Lazare de Valence. Donc Lazare, c'est une association qui développe des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des gens qui vivaient à la rue. Et donc concrètement, on vivait avec des personnes qui vivaient à la rue, en famille. Donc on a fait ça pendant à peu près 18 mois. Puis ensuite, je suis retourné chez Capgemini Invent pendant 9 mois. Et ensuite, j'ai rejoint une start-up de services environnementaux, donc qui menait des projets de renaturation en milieu urbain et périurbain. Donc notamment dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et surtout l'adaptation des territoires urbains au changement climatique. Et il se trouve que cette entreprise a déposé le bilan cet été. Et donc j'ai, on va dire, saisi cette opportunité pour entreprendre, puisque donc déjà à l'agro, j'étais toujours dans les cursus entrepreneuriat, choses comme ça. Il y a un vrai accompagnement à l'entrepreneuriat qui est porté par l'agro et la communauté Paris-Saclay, et donc qui est vraiment très porteur et intéressant. Et du coup, mon échange avec Jérusalem, qui était aussi axé entrepreneuriat et innovation, donc j'avais vraiment cette fibre entrepreneuriale. Donc là, c'était un peu l'occasion de me lancer. Et donc, j'ai créé Neoterra, qui est un cabinet de conseil et d'études à maîtrise d'œuvre intégrée, qui accompagne les collectivités et les entreprises dans leurs problématiques d'adaptation du territoire au changement climatique, de résilience et de biodiversité. Voilà. Donc au final, une carrière bien changée. Même donc, si ça fait très beaucoup. Donc danse quand même, mais mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Donc merci beaucoup, merci à tous. Comme vous pouvez le voir, on a une nouvelle intervenante à vous présenter. Merci à Monsieur Guéguen, qui reviendra dans tous les cas dans quelques instants pour vous présenter le GOP dont il vous a brièvement parlé. Donc, Madame Agnès Stella Diogo, qui est fondatrice et présidente d'une start-up d'alimentation, Glim Africa. Je vais vous laisser vous présenter, du coup. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Agnès Diogo et à AgroParisTech, en fait, j'ai intégré AgroParisTech en 2018 avec ce projet Glim Africa. Avant ça, j'avais fait des études dans l'agro, mais ailleurs. J'avais travaillé également en tant que manager de production et j'avais j'avais commencé durant mes dernières années de travail à m'intéresser vraiment à l'entrepreneuriat et j'avais vraiment envie de trouver comment on pouvait valoriser les ressources agricoles en Afrique et en particulier au Cameroun parce qu'on importe énormément de produits alimentaires et c'était déjà la raison pour laquelle j'avais choisi de faire de l'agro et donc j'ai commencé à peaufiner ce projet et comme à la base j'étais plutôt en production. Je me suis dit qu'il fallait que je travaille sur de l'innovation parce que c'était un petit peu ce qui nous manquait en Afrique, d'être un petit peu plus force de proposition avec nos produits locaux. Donc, j'ai intégré AgroParisTech sur un master qui s'appelle IPCI, Ingénierie des produits en interface cuisine-industrie. C'est un bac plus 6 qui est en double cursus avec Ferrandi Paris, l'école de gastronomie. Et donc, j'étais entrée aussi avec un statut étudiant entrepreneur. Donc, j'avais, sur ce master, normalement, il est dans l'alternance, mais moi, du coup, sur les périodes d'alternance, j'étais sur mon projet incubé également au Fooding Lab d'AgroParisTech. Donc, c'est un bel écosystème quand même, comme je disais, il y a quelques minutes. Et donc, j'ai commencé à travailler sur un produit qui est le niébé, qui est la légumineuse principale en Afrique. Et la valoriser sous des formes contemporaines des produits qu'on consomme en Afrique, des pâtes, du couscous, de la farine, voilà. Arriver à développer des nouveaux savoir-faire à partir de ces graines. Et donc j'ai fait tout un travail labo, accompagné également par les responsables. C'était vraiment un bel écosystème. Et j'ai délocalisé le projet pour aller sur une étape pilote au Cameroun à partir de 2020. Fin 2020, donc on a démarré Cameroun en 2021, donc ça fait un petit peu son bout de chemin avec des péripéties, mais bon, c'est un petit peu, c'est ça. Et également dans le cadre de ce projet, j'ai également eu aussi le soutien de la fondation, gagné de prix avec la fondation AgroParisTech. Donc je suis ravie d'être là et partager. On est ravis de vous accueillir également. Donc, je sais que vous avez déjà envie de leur poser des questions, mais je vais d'abord vous donner le plan de la soirée avant de faire intervenir Monsieur Guéguen une nouvelle fois.
Donc cette soirée va être structurée en 3 grands axes. Dans un premier temps, on va parler de l'identité justement d'un élève et d'un diplômé de l'agro. Dans un second temps, on va parler des compétences, des valeurs et des connaissances socles qui nous unissent tous. Et pour finir, on va tenter de réfléchir et de philosopher tous ensemble sur le futur, sur qu'est-ce que sera l'agro demain, vers quoi on veut-il tendre et vers quoi on pense qu'il va tendre. Et voilà, donc je vais d'abord laisser la parole à monsieur Kevin. À nouveau. Parce que je me mets du coup. Je vais pas remobiliser la parole très longtemps, c'est juste pour vous donner quelques éléments de contexte sur ma présence ou cet acronyme un peu barbare GOP. J'ai OP, effectivement, groupe d'orientation et de préfiguration. Le cursus ingénieur AgroParisTech va se réformer dans les prochains mois, prochaines années. La première question à se poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie qu'on se lance dans ce chantier d'une ampleur assez conséquente, hein? C'est un projet assez ambitieux. On va se donner les moyens de changer ça de manière assez fondamentale. Voilà, il vous aura pas échappé déjà que le déménagement sur Saclay a eu lieu. Donc c'est la deuxième rentrée cette année où effectivement les jeunes d'AgroParisTech voilà, commencent leur cours sur le plateau. Et voilà, c'est une bonne opportunité maintenant de commencer à réviser un petit peu la manière dont le cursus ingénieur se déployer, notamment sur le fait que voilà, à Grignon, c'était une première année un petit peu isolée des autres cursus, il n'y avait pas forcément d'interaction avec les autres générations, enfin, les autres promotions. Cette première année à Grignon a été conçue originalement avec ce genre de données d'entrée. Évidemment, les grands enjeux sociétaux qui pressent voilà, tous les membres de cette société, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient membres d'administration, qu'ils soient voilà, membres représentatifs du monde socio-économique, si je puis dire, dont alumni, mais pas que. Il faut que l'ingénieur AgroParisTech se positionne fermement et résolument par rapport aux enjeux qui sont, voilà, je ne vais pas les rappeler, mais qui nous concernent à bien des égards et à tous les égards finalement. C'est une deuxième argument non négligeable. Et bien sûr, voilà, il y a on va dire d'autres enjeux auxquels l'école doit faire face. La dernière réforme, c'est 2014, il me semble. La fusion des 3 écoles qui composent AgroParisTech, c'était 2007. Ça fait un certain temps, effectivement, que une révision, on va dire, en profondeur de ce cursus n'a pas forcément été menée. Tout un tas de pratiques pédagogiques sont voilà, innovantes et permettant de réviser un petit peu la manière d'apporter de la connaissance et de former des ingénieurs avec un bagage académique pour les lancer dans ce vaste monde. Et puis un autre élément peut-être moins glamour, qui est que on a un organisme qui s'appelle la CTI, Commission pour le titre d'ingénieur, qui réévalue la capacité d'AgroParisTech à délivrer un diplôme d'ingénieur. Donc voilà, ils font des recommandations et on a notre conseil de classe qui va arriver bientôt. Donc il s'agirait de faire bonne figure. Et donc vous voyez que un ensemble d'arguments, de convergence de circonstances qui font que c'est le bon moment. C'est d'autant plus le bon moment que voilà, on est installé à Saclay. Tout n'est pas encore parfaitement arrêté. Mais j'ai envie de dire, il serait bon de profiter de ce moment de flottement. Voilà, on est en train encore de s'organiser. C'est peut-être le moment finalement de rebattre un peu les cartes, de re-questionner un ensemble d'éléments qui, voilà, par le passé avaient toujours été menés de cette manière. Et donc c'est vraiment une convergence de circonstances qui fait que, voilà, on se lance dans cette aventure. Les dernières actualités, c'est quoi? C'est que j'ai été recruté, mais finalement, on est en train de lancer, les réflexions. C'est relativement récent. On parle on va dire, de cet été, d'amorçage, de réflexion, de structuration, de gouvernance, de réflexion, d'interaction avec tous les organes de décision qui peuvent exister au sein de l'école et la manière dont on veut mener cette réforme. Cette réforme, on veut qu'elle soit collective, on veut qu'elle soit au maximum bottom-up, donc qui émerge de cette communauté, une intervention, une
une participation constante de la part des anciens chercheurs de tous les départements, avec leur casquette de recherche également, mais de tous les étudiants, première année, deuxième année, troisième année, même césuriens et évidemment jeunes diplômés, c'est-à-dire évidemment des étudiants ayant un recul relatif sur leur cursus, et puis le reste de la communauté des alumni, voilà, dont vous faites partie. Donc je vais pas m'épancher plus que ça. Simplement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est aujourd'hui que ça se lance, on va dire, officiellement, et je fais un appel à manifestation d'intérêt. C'est le moment de s'investir. Tout le monde est les bienvenus pour participer à la réflexion. Le chantier est conséquent, et on peut trouver la place pour s'investir partout. Aujourd'hui, il y a ce groupe qui existe, mais a été acté aussi dans la foulée la création d'un groupe de travail sur l'état des lieux. Effectivement, si on veut changer quelque chose, ce serait bon de savoir d'où est-ce qu'on part. Donc, un état des lieux et un diagnostic de ce cursus. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un ingénieur agroparisTech? Et voilà, c'est un peu le sujet de la soirée. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur agroparisTech? De la communauté agroparisTech, pas que les ingénieurs. Je parle pour ma paroisse, mais évidemment, toutes ces communautés participent de ce que serait et en fait ce cursus ingénieur, mais en interaction avec les masters, avec les doctorants, et puis la diversité des parcours et des profils qui peuvent traverser cette communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, avant de rentrer dans le cœur du débat, je vais juste vous donner quelques chiffres pour recontextualiser. Donc, sur les secteurs et les fonctions qu'occupent les diplômés de notre école. Donc, pour les secteurs, on se rend compte qu'il y a 21% de nos diplômés qui finissent en société de conseil, 13% en industrie agroalimentaire, et c'est un chiffre qui décroît avec les années, 11% dans les organisations professionnelles agricoles forestières et 9% dans les administrations, État, collectivités, hôpitaux, etc. Et pour les fonctions, il y a 50% des diplômés de notre école, toutes filières confondues, qui finissent dans le conseil ou dans des bureaux d'études. Voilà. Donc, pour démarrer le débat, je passe maintenant la parole à Chanaise. Merci beaucoup. Donc, on va commencer effectivement avec la première partie, donc sur l'identité d'un élève ou diplômé d'AgroParisTech. Alors, qu'est-ce que l'identité, C'est un caractère permanent, fondamental de quelqu'un ou un groupe qui en fait son individualité et sa singularité. Donc, vous voyez venir la première question. Comment définiriez-vous l'identité d'un élève passé par AgroParisTech, par exemple, Monsieur Collot? Voilà. Vous avez déjà compris que de par mon parcours, j'ai une identité très très singulière. Donc, je sais pas quoi vous répondre, si ce n'est que oui, je sais que je suis un agro. Ça compte dans plein d'éléments de ma vie professionnelle ou même de ma vie tout court. Mais mettre un point précis ou une définition précise sur ce que c'est pour moi d'être un agro, je pourrais pas. Parce que mon parcours, je trouve, très, très, il n'est pas orthogonal, mais il est quand même très loin de ce qu'on peut imaginer au départ de ce pourrait être un ingénieur agronome, non? Chercheur dans un laboratoire, sur des questions très fondamentales, même si je m'intéresse aux plantes, on est loin d'une problématique d'ingénieur agronome. Après, c'est vrai qu'à AgroParisTech et depuis peu, il y a de nombreux modules qui encouragent la recherche, donc, notamment la recherche chez moi, qui encourage les élèves de première, de deuxième et de troisième année à suivre. On reçoit dans mon équipe des étudiants de l'agro et on est très, je devrais apprendre à dire AgroParisTech, pardon. On est très content de les avoir parmi nous et certains d'ailleurs continuent dans le domaine de la recherche. Et moi, je suis très content. J'étais évidemment venant de Paris-Grignon, très triste de voir l'agro quitter la rue Claude Bernard, qui est en plus voisine de mon labo à l'école normale. Mais je suis très content de savoir que AgroParisTech est sur ce campus de Saclay pour justement faire en sorte que les passerelles, les anastomos, je ne sais pas comment les décrire, se fassent de plus en plus facilement entre le domaine des ingénieurs et des écoles d'ingénieurs et le domaine de l'université et de la recherche. Je pense que on a tous à gagner à promouvoir encore plus ces contacts, ces échanges et à faire que les ingénieurs soient très tôt, élèves ingénieurs,
soient mis au contact de la recherche, des questionnements particuliers que l'on va retrouver que a priori dans le domaine de la recherche. Et donc, très très heureux de savoir AgroParisTech à Saclay. Merci beaucoup. Profitez-en. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Collot. Et vous, donc Madame Adiogo, si par exemple l'agro avait un super pouvoir, lequel ça serait selon vous? C'est la question philosophique. Oui. C'est tombé sur vous, on est désolé. Arriver à bien nourrir tout le monde sur la planète, voilà. Pouvoir que chacun puisse bien se nourrir, parce que ça reste quand même la base de la vie, c'est les besoins physiologiques. Vous savez que c'est possible. C'est une excellente réponse. Et ça s'est vu dans votre carrière d'ailleurs. Votre volonté de... Merci beaucoup pour vos réponses. Et vous, par exemple, Monsieur Janton, qu'en pensez-vous? Faut aussi que je parle de mon super pouvoir. de votre identité. Oui, de votre identité. Mon identité. Ou l'identité plutôt des ingénieurs, enfin, oui, des personnes qui sont passées par AgroParisTech, excusez-moi. Moi, je vous aurais déjà répondu en revenant sur ce qu'est un ingénieur, même si j'ai bien compris qu'effectivement, l'école AgroParisTech ne forme pas que des ingénieurs. Tout à fait. Pour autant, elle forme majoritairement des ingénieurs. Je pense que l'identité tourne quand même en particulier autour du métier d'ingénieur. Et les personnes qui ne sont pas ingénieurs, mais qui passent par l'agro, vont dans une école d'ingénieurs. Donc, il y a quand même autour de cette notion une identité forte, me semble-t-il. Et ensuite, à une époque, on parlait des ingénieurs du vivant. Je ne sais pas si encore on l'a dit depuis ici, mais je pense que c'est ça qui nous rassemble. C'est le fait qu'on est tous intéressés, qu'on travaille tous, pas forcément tous dans tout notre cursus, mais sur ce sujet qu'est le vivant. Donc, pour moi, c'est ça, c'est la biologie, c'est le vivant. Et le vivant, c'est quoi par rapport à d'autres ingénieurs? Je pense que c'est quelque chose qui est plus complexe à modéliser, plus complexe à appréhender. Je ne veux pas dire que c'est plus compliqué, mais la biologie, c'est une science qui est sans doute un peu plus compliquée que d'autres sciences, du moins plus compliquée à appréhender. Et je pense que c'est ça qui nous rassemble, c'est le fait qu'on a un goût pour le vivant et on a été confronté dans notre cursus, à quelque chose de plus complexe. Donc voilà, si je dois parler d'identité, c'est le vivant pour moi. Merci beaucoup pour votre réponse. Et vous, donc Monsieur Lépinaud, par exemple, si on part que pensez, enfin, quelle image a votre famille, par exemple, d'AgroParisTech et de l'identité des agros? Ma famille, j'avoue que je ne sais pas bien répondre. Mais pour moi, déjà, je partage énormément. Pour moi, effectivement, l'agro, ce qui relie, c'est le vivant, c'est l'environnement. Et donc, c'est cette capacité à appréhender des systèmes complexes dans leur globalité, donc avec une vision systémique, et cette humilité qui fait que, comme on a l'habitude du vivant, qui est quelque chose qui nous dépasse, on sait aussi qu'en fait, les choses ne sont pas simples. Et on se rend compte qu'au-delà du vivant, en fait, on vit dans un monde complexe. Nos systèmes sont complexes, nos systèmes sociaux, nos systèmes de manière générale. Et en fait, je pense que ça, c'est une force qui nous définit, qui nous lie, et qui peut être une différence entre les ingénieurs du vivant et les ingénieurs justement un peu plus classiques, qui souvent ont une vision un peu plus problème-solution. Nous, on a beaucoup de problèmes. Et pas de solution simple, mais des solutions qui ne résoudront jamais du coup tous les problèmes. Et ça, c'est une vraie force. Et je pense que c'est quelque chose qui nous définit. Voilà. Donc cette polyvalence, cette vision systémique, cette approche systémique des choses, et cette acceptation du coup de la complexité qui induit une certaine humilité. Merci beaucoup à tous pour vos réponses à cette première question pour justement bien commencer la soirée. Parlons un petit peu plus de, par exemple, les expériences que vous avez vécues à AgroParisTech, toujours pour tenter de définir cette identité. Quelles expériences vous avez vécues? Est-ce que, par exemple, en césure ou en stage ou justement à l'école? Voilà. Par exemple. On n'est pas obligé de garder le même ordre. Non. Non, on fait comme ça. On pourra avoir la question?
Comment? La question était... Oui, pardon, une expérience que vous avez Une expérience. que vous n'auriez jamais pu vivre ailleurs qu'à l'agro. Je vais vous répondre. Ouais, Les stages. Ah oui, les stages. Ah oui, le stage en exploitation. En exploitation, j'ai eu la chance d'en faire deux, un dans la Beauce vendomoise et l'autre aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et les deux expériences ont été extrêmement enrichissantes. Ouais. J'ai appris à traire les vaches et à haut débit, à faire des épantages de fumier sur des étendues infinies aux États-Unis. Et en France, j'ai fait un peu de tout aussi, et ça m'a bien, bien ancré dans le sol, dans le concret, c'est évident. Et c'est son expérience extrêmement enrichissante parce que une exploitation agricole, c'est un écosystème très, très riche. Et effectivement, on est toujours confronté aussi à la problématique du vivant, donc rien n'est simple, rien n'est contrôlé complètement. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Je prends la même carte. Oui. L'expérience du stage dans l'exploitation agricole. D'accord. Extrêmement enrichissante, à la fois humainement et techniquement. Je partage. Merci. Vous voulez ajouter? Pour compléter en rebondissant, là déjà les chiffres que vous avez cités au début, ça concerne les jeunes diplômés, c'est ça? Oui. Ouais. Donc effectivement, de voir que en gros 50% des jeunes diplômés sont dans le conseil. Le conseil, c'est quand même un monde de slides et de fichiers Excel. Et c'est vrai que on a quand même ça en commun, d'avoir tous eu de la terre sur les doigts à un moment ou l'autre. Et même si on est 50% à ensuite faire des slides derrière un ordinateur, je pense que ça forge quand même et ça nous ancre un peu dans le réel. Et vous, Madame Dubois? Moi, c'était le double diplôme avec Ferrandi, donc c'est vraiment une opportunité unique de pouvoir sortir de l'alimentation, voilà, d'aller vers le culinaire. C'était vraiment bon. Nous, on était vraiment toute notre promo, on était enchantés. C'était le mot. C'est exceptionnel. Je sais pas si ça continue toujours la filière. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on était vraiment dans un autre monde et très loin de ce qu'on avait fait jusqu'à présent en ingénierie agroalimentaire. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Et juste, il y a une question au fond. Donc, n'hésitez pas, public, à interagir. C'est pas forcément une question, mais plutôt mon ressenti par rapport à oui, oui. Mais travailler au sein de l'agriculture, faire des erreurs l'exploitation, je pense que la plupart des écoles d'agro font ça. Mais travailler au sein de l'agriculture, c'est plus que travailler, être rémunéré, ce qui est déjà une chance. Il y a toute la scène politique qui entre en jeu dans son agriculture, et on a été confronté à de nombreuses reprises à plein de manifestations justement de ces chocs politiques entre plein de partis différents ou d'idéaux différents. Et c'est une expérience qui est assez formatrice parce que ça génère du débat entre nous et ça nous permet de vraiment mûrir notre réflexion sur la base de l'agro en France. C'est vrai que le SIA, c'est quelque chose. Et si quelqu'un d'autre voulait réagir sur une expérience qu'il a marquée à l'agro, qu'il a vécue. On fait beaucoup de mise en situation. Moi, à mon époque, on en faisait beaucoup. On allait sur le terrain. On était confrontés à différents acteurs, des collectivités, le monde de l'entreprise, etc. Et ça, je pense que c'est très, très en réflexion. On fait mise en situation. Et moi, peut-être ce que vous avez dit, Martin, comme Benjamin, j'adhère complètement. Effectivement, ce qui identifie l'agro, c'est le vivant. Mais par rapport Félix, au projet de renouvellement du cursus, il faut peut-être que l'agro aussi se distingue par autre chose, parce que le vivant se fait accaparer par les grandes écoles d'ingénieurs, et Polytechnique en particulier devient de plus en plus performant dans l'étude de la biologie, du vivant en général, que ce soit sur un plan théorique, évolution, écologie, mais pratique aussi. Il y a des très très grands chercheurs qui sortent de l'X en biologie, et donc c'est plus quelque chose qui distingue fondamentalement l'agro d'autres écoles d'ingénieurs. Donc c'est peut-être intéressant de réfléchir à comment l'agro doit se distinguer
une école en plus qui est voisine, qui rend de plus en plus dans le domaine de la biologie, qui fascine beaucoup de monde. La biologie, c'est la science du XXIe siècle. Je sais pas qui l'a dit là récemment, mais c'est vraiment ça. Et donc, les physiciens veulent s'y mettre, les chimistes, les polytechniciens, voilà. Mais effectivement, qu'il y ait des excellents qui ne sortent pas de l'agro dans ces domaines, c'est pas étonnant. Mais je pense que dans l'identité, c'est quand même fort dans l'identité de l'agro de vivant, alors que c'est pas encore fort dans l'identité d'autres écoles. Et au même titre que, voilà, à l'agro, on peut avoir Michel Houellebecq, qui est passé à ça d'un prix Nobel de littérature. Bon, bah, est-ce que la littérature définit l'identité de l'agro? Je ne sais pas. Mais, voilà. Et quand même, moi, regardez autour de vous, là, j'ai la chance d'avoir moi-même un polytechnicien dans mon équipe, et c'est impressionnant de voir l'engagement de Polytechnique vers le vivant. C'est vrai, mais c'est pas nous ce qui nous a animés, peut-être, c'est que par passion, on y allait dès le début. C'est sûr. Là, c'est un petit peu différent. C'est une découverte lors de leur cursus à l'IX. Merci beaucoup à vous, intervenants, pour vos réponses et au public également. Alors, une autre question, toujours pour tenter de définir cette identité. Pourquoi avez-vous choisi AgroParisTech et quelle image aviez-vous en l'intégrant et voilà. Par exemple, Madame Adiogo. Pourquoi je suis à AgroParisTech? J'avais une image que c'était la meilleure école. C'est ça. C'est quand même prestigieux. Donc et justement, bon, il y avait cette formation qui était assez. Moi, j'entrais pas comme une personne, comme un jeune qui cherche à le faire. Je savais exactement ce que je voulais faire, et comme c'était vraiment important pour moi, donc je voulais entrer dans la meilleure école, même par curiosité, même de se dire qu'est-ce qui fait la différence, et je pensais que ça pouvait aussi faire la différence dans mon cursus, et ça a été le cas. Merci beaucoup pour votre réponse. Et vous, par exemple, Monsieur Janton? Je pense que je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. Moi, j'étais passionné par la biologie. En terminale, quand on marche bien, qu'est-ce qu'on fait après? Hop, je vais aller faire une prépa dans ce domaine-là, et puis on se retrouve en prépa, et ensuite on passe des concours. J'aurais bien aimé intégrer l'ENS à l'époque, ça s'est pas fait, malheureusement. Enfin, malheureusement non, après l'affection, pas malheureusement. Quand je vois les professeurs, non. Je suis pas propre à l'ENS. Et puis je me suis retrouvé à l'agro un peu par hasard, finalement. Et je ne regrette absolument pas. Et mais oui, c'était pas un choix vraiment. Bon, mon choix c'était la biologie. Et vous, Monsieur Michel Epineau? Alors moi, c'était par curiosité pure, parce qu'effectivement, j'avais un profil, on va dire, académique très équilibré, donc j'avais un peu toutes les portes qui étaient ouvertes. Et lorsque je rencontrais des orientateurs, ce type de personnes, on me conseillait plutôt d'aller vers une école de commerce, une prépa commerce. Ou alors une prépa ingé classique, mais en m'étant renseigné un peu de mon côté, disons que ça m'intéressait moins d'un point de vue intellectuel pur, et je me suis dit, quitte à passer 200 à apprendre beaucoup de choses, je préfère apprendre des choses qui m'intéressaient vraiment, et donc comprendre le monde dans sa complexité, comprendre le monde qui m'entoure. Et donc, ça m'orientait pas vers une voie commerce pur, sachant que je savais que de toute façon, je pouvais, alors soit par un double diplôme qui est très facile. Enfin voilà, après l'agro, c'est assez donné de faire des diplômes avec HEC, avec l'ESSEC. Enfin, c'est vraiment des possibilités qui sont complètement ouvertes. Donc, ça ne fermait pas de porte. Ça permettait de répondre à ce besoin de compréhension du monde et cette curiosité intellectuelle. Pourquoi ingénieur plutôt du vivant plutôt qu'un autre? C'était simplement par la prépa plus que par l'école, puisque je me disais, mais à quoi bon pousser de la physique et des mathématiques, même de la chimie, à quoi bon pousser de la chimie si derrière je ne la lis pas au vivant? Je voyais vraiment pas l'intérêt. Donc c'était plus la prépa où je me suis dit, je vais faire une prépa BCPST, et ça mène assez naturellement à la... Merci beaucoup pour votre réponse. Et vous, Monsieur Collot? Un intérêt pour le vivant, mais diffus. Je savais pas ce que j'allais faire en sortant
du lycée. J'ai décidé finalement de d'éviter les classes préparatoires parce que j'avais trop de pression de ma famille pour aller dans cette direction-là. J'ai choisi donc de faire un cursus universitaire classique à l'époque, ça s'appelait des DUG, en sciences de la nature, SVT, sciences du vivant et de la terre, pardon. Et la biologie, tout de suite, ça m'a fasciné, la génétique. Et l'agro, j'avais quand même ce rêve que c'était le monde dans lequel je voulais me retrouver. Donc j'ai été très content de rentrer à l'agro, mais comme je vous l'ai dit, dès ma deuxième année, en fait, je me suis aperçu que ce qui me motivait encore plus, c'était le monde de la recherche et dans le domaine du vivant. Voilà. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Adiogo, sur notamment l'excellence d'AgroParisTech, qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, l'excellence de cette école? Bon, je pense que c'est aussi moi j'ai vraiment une année d'expérience, mais je dirais que c'est la qualité des réseaux Katie et des opportunités qu'elle offre. Donc je peux pas dire que j'ai une année parce que j'ai un petit peu continué aussi après au Fooding Lab. Donc moi il y avait déjà cette opportunité de double diplôme et également d'avoir ce statut étudiant entrepreneur, d'être au Fooding Lab, d'avoir un encadrement, d'avoir un lieu où on peut expérimenter son projet, où on peut même également être accompagné dans son projet parce qu'on travaille avec des chercheurs, de pouvoir pouvoir faire tout ça, de pouvoir même aussi être accompagné par la fondation et tout. Moi, j'avoue qu'au départ, je n'avais pas pensé à tout ça, mais du coup, tout ça s'est tissé et également, ce qui fait l'excellence, c'est que j'ai pu également être comprise dans ce que je faisais et être encouragée. Et je pense que c'est quelque chose qu'on recherche aussi quand on entre, de ce qu'il disait, parfois on entre par curiosité moi-même quand j'ai commencé mes études, on n'est jamais assez sûr au départ, c'est rare d'être très très sûr. Après on se découvre une passion et c'est bien de pouvoir aussi se sentir accompagné dans sa volonté spécifique par l'école ou dans laquelle on se trouve. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je vois que l'heure tourne et donc du coup, cette première partie. J'ai peut-être une réponse un peu provocante quand même à la question qu'est-ce qui fait l'excellence d'AgroParisTech. Alors, j'ai un contre-exemple à ma gauche, mais un centralien, c'est quelqu'un qui a raté l'X. Un ESSEC, c'est quelqu'un qui a raté HEC. Dans une grande majorité des cas, un AgroParisTech, c'est quelqu'un qui voulait AgroParisTech. Et donc rien que ça, c'est quand même un marqueur d'excellence qui est assez fort pour moi. Très juste. Merci beaucoup. Je vous laisse réfléchir à ça. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes pour vos réponses. En tout cas, à cette première partie, on voit bien que définir l'identité d'un élève diplômé d'AgroParisTech, c'est assez ardu, hein, et on s'attache surtout à le définir donc d'un point de vue de l'ingénierie. Et d'un point de vue du vivant, donc comme on l'a vu, mais on va tenter donc de creuser un peu plus et de voir comment on peut le définir d'un point de vue, par exemple, des compétences, des valeurs et des connaissances socles. Et donc je laisse Sarah. Merci Chanès. Donc comme Chanès, je vais commencer par la définition. Donc les compétences clés, ce sont les capacités ou les qualifications nécessaires que chacun doit mobiliser dans l'exercice de son métier. Donc je pense que vous voyez venir la question. Quelles sont pour vous les compétences clés acquises à AgroParisTech que vous êtes amené à mobiliser dans votre métier ou au quotidien? Je vous laisse, monsieur le défi. Du coup, on change de sens. Bon, je vais un peu me répéter avec ce que je disais au début, mais la première compétence, c'est cette polyvalence, c'est cette capacité à pouvoir prendre du recul, avoir une vision globale, et en même temps, si besoin, à entrer dans la mine et aller dans le détail. Parce que on apprend des choses, mais en fait, on oublie beaucoup après. Alors que c'était il y a pas si longtemps que ça, je pense que je suis incapable de vous dire ce que j'ai appris à l'agro. Mais ce qui reste, c'est que j'ai appris à apprendre, j'ai appris à avoir cette vision globale et j'ai appris, si besoin, à pouvoir aller dans le détail et comprendre le détail assez rapidement en ayant une base qui est solide. Donc ça, je pense que c'est une compétence qui, quel que soit le secteur dans lequel on travaille, quel que soit son poste, est fondamentale et vraiment différente. Ça vous structure l'esprit d'une certaine manière.
Monsieur Janton? Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que la compétence, c'est cette capacité à prendre un peu de recul et à voir les choses de façon globale, systémique, c'est le bon mot pour moi. Moi, ce que j'ai adoré à l'agro, c'est les cours d'écologie, écologie évolutive, écologie fonctionnelle, écologie des communautés, etc. Et c'est justement ce moment où on est confronté à des choses vraiment complexes, des rétroactions, tout qui partent dans tous les sens. Et en fait, le monde est comme ça. Et je pense que être capable de se dire qu'on ne comprend pas tout parce que le système est très complexe, et cette prise de recul-là, je pense que ça, c'est vraiment une des compétences les plus intéressantes que j'ai acquises, j'espère, du moins. Voilà. Donc, je partage également la même idée, donc je vais pas en rajouter. Donc, c'est là que je vais revenir. Tout était dit et très bien dit. Donc, ça vous formate l'esprit, l'agro. Non, ça formate pas l'esprit. Non. On va faire ça. Non, c'est que Ça vous apprend à apprendre. non, mais alors ça apprend à apprendre, mais comme on a été habitué à travailler sur des écosystèmes et qu'en fait tout est un écosystème, eh ben on a automatiquement cette approche systémique qui est fondamentale et différente. Très bien. Et au-delà des compétences, est-ce que vous pensez qu'il y a des valeurs que vous avez acquises à l'agro qui suivent encore aujourd'hui? Monsieur Jean. C'est compliqué ça, les valeurs. Parce que tout à l'heure, vous parliez de votre stage ouvrier, peut-être de l'humilité que vous avez acquise. Ouais, c'est le mot que je viens de prendre. Je sais pas si c'est une valeur, l'humilité. C'est pas une valeur, l'humilité, mais je pense que quand on est confronté, alors désolé, on tourne un peu toujours autour des mêmes notions, mais quand on est confronté à la complexité du vivant, on est forcément un peu humble. Mais c'est pas une valeur. Et je pense que c'est ce que je répondrai à votre question. Pour j'allais dire la transformer. Alors, je sais pas plus si c'est une valeur, mais ça rejoint un peu. C'est aussi la prudence, parce que justement, dans un système simple, on sait à peu près quelle va être quelle cause va avoir quelles conséquences. Alors que dans un système complexe, automatiquement, on sait que chaque levier qu'on va activer, chaque action qu'on va mettre en place, elle va avoir aussi parfois des compétences qu'on n'avait pas anticipées, qu'on n'avait pas suffisamment mesurées, et donc ça apprend une prudence qui en tout cas je pense serait une valeur qui est développée aussi par AgroParisTech. Et du coup, pour poser cette question, est-ce que vous pensez, je m'adresse à vous quatre, que cette humilité, cette prudence, elle est propre aux personnes de l'agro? Sans tirer sur les autres écoles, mais j'espère bien que non, parce que c'est essentiel et puis c'est quand même à la base du raisonnement scientifique aussi de douter. Donc j'espère que non, mais je pense que d'être confronté au vivant, ça nous incite à aller encore plus dans cette direction-là. Ouais, je dirais la même chose. Sinon, ce serait faire preuve de peu d'humilité que penser que le seul AgroParisTech développe ses valeurs. Je reposerai la même question, si vous me permettez, sur la question de technique. Est-ce que vous avez été confronté à des profils analogues d'ingénieurs ou de personnes qui sont passées par les grandes écoles dont vous avez noté le manque de vision systémique? Est-ce que c'est un facteur différenciant par rapport à des polytechniciens, des centraliens, des... C'est pas bien de dire ça, mais moi je trouve que oui. On a l'occasion de croiser, par exemple, des polytechniciens, mais parce que parfois, il y a une approche un petit peu trop... déjà, une forme de certitude qu'on a peut-être moins. Alors, peut-être qu'on nous rabâche moins à longueur de journée qu'on est excellent, faut peut-être arrêter de le dire, parce que je pense que c'est bien de douter de ça aussi. Ouais, je pense que quand on est sur des sciences qu'on peut qualifier de dures, de la physique encore plus que mathématiques, ouais, il y a une réponse toujours. C'est plus facile. Et je pense que quand on applique des schémas de pensée comme ça à l'économie, à l'écologie, ça marche pas. Parce qu'il y a toujours plein de choses qu'on voit pas. Merci. Et par exemple, Monsieur Colo, vous qui êtes dans le monde de la recherche, c'est le monde du doute et permanent. Est-ce que vous voyez aussi cette différence-là ou pas dans... Non, parce que alors d'abord, je vous dis que j'ai la chance d'avoir un polytechnicien dans mon équipe. C'est pas tous les jours qu'on a des polytechniciens qui décident de quitter un monde qui est tout tracé pour eux, pour venir finalement se mettre justement à douter. Donc j'ai pas comme ça 40 exemples de polytechniciens que je pourrais prendre. On a quelques normaliens aussi qui viennent bien sûr faire leur thèse, qui poursuivent dans nos équipes.
Donc, j'ai pas cet élément de comparaison. Ce qui est évident, et on revient toujours à la même chose, c'est parce qu'on questionne le vivant. On a quand même une singularité ici qui est cette absence de solutions toutes faites, ces questionnements qui sont multiples avec des réponses que l'on sait être aussi extrêmement multiples et avec des conséquences plus ou moins prévisibles. C'est plus carré que l'économie. Là, on peut dire tout et son contraire. L'expériences sont rares, sauf celle que fait Esther Duflo de manière un peu systématique, et ce qui lui a valu son prix Nobel il y a 3-4 ans maintenant. Donc oui, la singularité, elle est autour de l'objet que l'on questionne, le vivant. Et par exemple, Madame Adiogo, vous qui avez... Merci Monsieur Colo, désolé. Madame Adiogo, vous qui avez fait un double diplôme, justement, est-ce que, même en ayant fait des études basées sur le vivant avant, vous avez vu une différence en rentrant à Groupe ParisTech sur la manière dont on traitait ces problématiques, dont les gens se comportaient vis-à-vis de leurs études, par exemple? Oui, je trouve que c'était quand même assez ancré sur les questions du moment aussi. Donc, c'est pas juste faire des études, mais prendre en compte le fait qu'on parle aujourd'hui, par exemple, des protéines végétales, de l'écologie, de tout ça. Donc, pour voir aussi, je trouvais que les étudiants étaient quand même rapidement mis dans le contexte. Voilà, c'est des études, mais dans un contexte. Le contexte est pris en compte parce que justement, il faut aussi être réactif par rapport à cette problématique-là. Et oui, j'ai trouvé. Bon, après, peut-être que moi, j'avais fini en 2013, donc à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas trop d'enjeux qui se dessinaient par rapport à ces dernières années. Donc, mais j'ai vu cette différence-là, mais c'était peut-être lié aussi à la différence d'époque, de période. Même si c'est que 5 ans, mais il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont. Il y a eu plus d'alerte à ces dernières années, donc ça peut aussi expliquer le pourquoi. Merci beaucoup et merci à vous quatre. Je voulais maintenant aussi faire participer le public pour une question qui est quelles compétences clés on aurait pu du coup oublier si on pouvait considérer l'ensemble des métiers auxquels accèdent les agros que l'on a évoqués précédemment pendant l'introduction, et quel est pour vous le socle commun de connaissances fondamentales qu'on devrait tous avoir acquis en sortant de cette école? Vous pouvez aussi intervenir, mais je propose au public si jamais il y a des idées. Il y a de la réflexion en tout cas. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je dirais des ordres de grandeur sur les enjeux climatiques, de biodiversité, d'eau et d'énergie, qui est la et pas forcément d'experts sur tout, en un cursus. De toute façon, c'est dans les métiers qui suivent. Le moins de sortir avec des ordres de grandeur, de prendre ce qui fait 1, ce qui fait 10, ce qui fait 100, ce qui fait 1000. D'oublier peut-être ce qui fait 1. Voilà. D'accord. Donc on est encore sur en fait, c'est la vision à différentes échelles. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est le mot qu'on va tous retenir après cette soirée. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou pas? J'ai pas d'idée. C'est pas grave, on vous en veut pas. On a Carole Sperry qui se permet de faire une remarque par rapport à ce qu'ont dit les intervenants. Elle dit qu'il y a une confrontation au vivant, mais aussi à la diversité, et elle insiste sur l'hétérogénéité du milieu naturel, par exemple. C'est vivant. Ouais. Complexe, hétérogène, divers. Le vivant d'interaction avec ce qui l'entoure. Qui évolue en permanence aussi. On n'a pas trop parlé de l'évolution, mais le vivant, ça évolue. Oui. Vous n'avez jamais parlé de vendre, la fonction de vendre. C'est pas un truc, quand on sort de l'agro, on vend pas les choses. On produit, on recherche, on vend pas. Dans la start-up dans laquelle j'étais, initialement, j'étais commercial grand compte. Donc, initialement. Donc voilà. Et puis finalement, petit à petit, j'ai un peu changé de rôle. Et en soi, en tant que consultant, si on voit qu'il y a 50% de consultants, un consultant, il fait des propals dès le stade junior, j'allais dire. Donc il n'a pas à vendre. Mais effectivement, je pense qu'un agro, même s'il apprend à vendre, c'est pas se vendre. C'est peut-être quelque chose qui nous manque un peu. Ça va peut-être avec cette humilité justement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les enjeux environnementaux, de manière générale, donc environnement, de diversité, climat, etc., prennent de plus en plus de place. Et on voit pas beaucoup plus d'agro qu'avant.
alors que les agros, on devrait les voir partout. Et je pense que c'est aussi à cause de ces incertitudes qu'on a, de ces doutes et de cette prudence. Et comme on arrive aussi avec quelque chose de très complexe et qu'on est obligé de présenter des choses simples pour avancer, forcément, on a aussi du mal à mentir, en fait. Parce que quand on simplifie trop, on est obligé de mentir à un moment ou l'autre, quoi. De devenir simpliste d'une certaine manière. Une qualité de vendeur. Et ce qui est une qualité de vendeur, c'est ça. Et donc là, c'est à vendre des choses complexes pour faire avancer les systèmes dans lesquels on vit derrière, mais apprendre à les vendre. Si on sait les comprendre, on essaie de voir les comprendre, dès qu'on sait sur les vendre, on fait pas avancer le système. On va les vendre derrière. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'effectivement, moi-même, quand j'ai lancé mon entreprise, je voulais absolument trouver un partenaire qui vienne de la vente, parce que je voyais pas du tout ce que je pouvais faire par rapport à ça. Et puis j'ai trouvé des personnes qui étaient encore à un stade jeune. Bon, première personne que j'ai trouvée, j'ai pris parce que j'ai dit il me faut absolument quelqu'un. Et eux, ils étaient hyper pressés, il fallait vite que ça avance parce qu'ils comprennent pas, comme vous disiez, toute cette complexité. Et même lorsqu'on parle, du coup, moi, je suis très souvent dans un écosystème start-up, pitch et tout ça. Et c'est vrai que les gens ont tellement besoin d'une certitude. C'est vraiment ça qui les rassure, des chiffres. Pourtant, je me dis, même ceux qui les écrivent, je sais pas s'ils y croient ou s'ils y croient pas, mais c'est vraiment très rassurant pour les gens de pouvoir dire que je suis sûre que je vais sortir le produit à tel moment, qu'il y aura tel % de personnes qui vont acheter, que voilà. Et c'est vrai que la certitude aussi, comme dit, ça rassure. Et quand on parle, on dit bon, je teste encore. Ils te disent non, attends, on va finir tes tests et puis reviens. Et du coup, les autres, ils avancent parce qu'ils ont des financements, même si après ça marche pas toujours. Mais c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Et du coup, moi, je vois vraiment cette différence par rapport à les autres profils. C'est vraiment des profils d'école de commerce. Cette différence dans venir présenter quelque chose et dire à quel point c'est une solution. Et c'est vraiment des choses très simples parce qu'ils parlent même d'un problème simple. Et c'est parfois avoir trop de connaissances, parfois ça n'aide pas. Et il faudrait, je sais pas, c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'on intègre aussi ce côté-là. Je trouve que c'est une très bonne remarque de parler de ce côté vente. Maintenant, j'ai décidé de le faire. J'ai vu que je m'en sortais bien, donc j'ai dit, allez, on va déléguer ce qu'on sait faire et on va s'approprier ce qu'on ne sait pas encore faire, mais qu'on peut aussi avoir plaisir à faire. Moi, j'avoue que ça me gêne un peu. Je crois pas que ce soit quelque chose qui... Alors, il faut toujours douter de ce qu'on dit, donc je me trompe sans doute, surtout vu ce que vous venez de dire. Mais moi, je crois pas que ce soit quelque chose qui nous rassemble, d'apprendre à vendre. Non, moi je trouve pas. Désolé. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on rentre à l'agro parce qu'on veut vendre. Enfin, tout dépend ce qu'on met derrière vendre. On peut mettre plein de choses derrière le mot vendre. La question est est-ce qu'il manque quelque chose à apprendre à l'agro? C'était pas. Ah, pardon. Pour ça. Ah, j'en ai vérifié sur l'identité. Il manque quelque chose à apprendre à l'agro. Non. Ouais. Est-ce que ça manque pas? Après, on a quand même des cours de marketing, d'économie, de tout ce sort. De vente. Ce sort, oui, bien sûr. Pas d'économie, pas de marketing. Oui. Moi, je pense que l'ingénieur agro, il est éveillé à tous ces niveaux-là, les enjeux énergétiques, biodiversité, etc. Il est éveillé par rapport à ce sujet-là, à cette complexité. Et il a peut-être, l'ingénieur agro a peut-être une responsabilité envers le citoyen qui n'est pas éduqué sur ces sujets-là et qui, pour lui, le réchauffement climatique, c'est juste émission de CO2, point barre. Peut-être que l'ingénieur agro doit avoir on sent comme l'agro, ce socle commun, ce serait de pouvoir expliquer à une personne qui n'est pas éduquée sur le sujet comment, pourquoi est-ce qu'il y a le réchauffement climatique, quels sont les différents dérèglements, pourquoi est-ce qu'on il faut pas juste voir les émissions CO2, mais voir aussi tout ce qui est enjeu de qualité des sols, qualité de l'eau, plein de choses. Et justement, l'objectif, c'est de pouvoir leur expliquer ça pour qu'ils puissent un peu étendre cette connaissance, pas seulement au cercle des ingénieurs, mais à la population. Ah oui, ça complètement d'accord. On a une mission de sensibilisation, d'explication. Oui, pour moi, c'est pas de la vente, mais la vulgarisation. Pour moi, transmission, c'est un mot que je voulais utiliser plutôt que vente, mais ça, on a une grosse responsabilité. On n'arrive pas, je trouve, à bien transmettre.
ce que l'on sait, nous, du vivant, de la complexité qui va avec de ces métiers. Alors évidemment, moi, c'est un petit peu à la marge quand même, et je me compare aux physiciens qui, eux, arrivent à vendre la complexité du cosmos sans aucun problème, qui récoltent des milliards et des milliards pour développer des télescopes toujours plus puissants, ou à l'inverse des accélérateurs de particules toujours plus puissants, qui n'apportent. Le boson de Higgs, c'est très bien qu'on ait découvert son existence, mais ça n'a pas révolutionné notre vie demain matin. Et nous, on est au cœur du vivant, des questions qui aujourd'hui interpellent nous tous, l'avenir de l'humanité sur cette planète. La planète se portera très bien sans nous, mais nous, on ne peut pas bien se porter si on prend pas soin de tout le reste. Eh bien, ça, on n'arrive pas à le transmettre comme il faut. En tout cas, pas avec la même intensité et le même pétillement on voit lorsque les physiciens nous parlent de telle planète qui existe, tel système solaire qui existe loin, où on pourra éventuellement un jour imaginer qu'il y ait la vie. On fera quoi? On ne sait pas. Voilà. Ou à l'inverse, casser le boson de Higgs encore plus petit pour dire qu'il y a au-delà de cette particule encore plus petit et que ça existe et qu'on est très content parce qu'on a prévu ça avec des calculs. C'est vrai qu'on achète que ce qu'on comprend, on adhère uniquement à ce qu'on comprend et on va se battre uniquement pour des choses qu'on comprend. Et là, on est dans quelque chose de tellement complexe et tellement difficile à simplifier. Et c'est vrai que on n'est pas bon pour simplifier les choses. En fait. Oui, mais on est très bon justement pour les complexifier et dire à quelqu'un qui a un raisonnement averbé, t'as oublié en fait, il y a aussi versé, vers machin, il y a une flèche qui revient en arrière. Ça on sait faire, complexifier et essayer de montrer justement cet ensemble. Simplifier, on a du mal. Et c'est vrai que c'est un peu notre enjeu, je pense. Et peut-être que dans la réforme du cursus ingénieur, cette réflexion peut être intéressante de se dire comment est-ce qu'on apprend aussi à faire de la pédagogie et à simplifier pour transmettre justement. Parce que, moi, ça me désole de voir notre communauté qui est compétente et qui a du mal à se faire entendre. Voilà, il y a quelques semaines, il y avait le salon Pro Durable. Je suis allé à un certain nombre de conférences. On retrouve tout le temps, des Antoine Denoy d'Axa Climate, donc HEC, des Fabrice Bonifay de Pouilly, donc STP, on retrouve en fait un peu toujours les mêmes, des Brune Poisson, mais bon. Mais ils sont où les agros? C'est-à-dire, on va parler du vivant, on va parler de la crise écologique, on va parler de l'environnement, et ils sont où les agros? Et en fait, les agros, ils sont derrière leur ordi en train de dire, elles racontent n'importe quoi, elles vous disent ça. Ils sont en train de noter toutes les conneries qu'ils ont dit, parce qu'ils en disent plein, tout ce qu'ils ont oublié. S'ils étaient sur place, de toute façon, ils feraient une conférence de 15 heures, parce qu'en 1 heure, on peut rien dire. Et en fait, on a aussi besoin de pouvoir parler en 1 heure pour pouvoir alerter, pour pouvoir faire comprendre. Et là, on n'est pas bon. Effectivement, là, le bas blesse. Le seul d'ailleurs à Pro Durable qui avait un lien avec AgroParisTech qui a été très pertinent, c'était Alexandre Rambaud, donc sur la CSRD, mais c'est un professeur, c'est pas un alumni. Oui. On va juste, il y a quelques questions avant de passer à la dernière partie. Oui, je veux bien poser la même question. Où sont les agros, mais à monsieur le haut fonctionnaire? Comment se fait-ce que, à la tête des ministères qui concernent en premier lieu l'écologie, l'agriculture et manifestement on est à la croisée de tous les enjeux de nos sociétés auxquelles nos sociétés font face aujourd'hui, comment se fait-ce que on ne retrouve pas d'agro? Ces postes. Le dernier ministre de l'agriculture, c'est un agro quand même. Oui, d'accord, mais statistiquement sur les. Je sais pas, j'ai pas regardé les statistiques pour savoir si dans les hauts fonctionnaires, les postes les plus importants, on a beaucoup d'agros. On a quand même régulièrement des agros au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement. Après, il est vrai que dans les parcours de hauts fonctionnaires, les ingénieurs, les IPEF, on a des gens qui ne sont pas tous des agros. On a beaucoup de polytechniciens et c'est très bien, ils sont aussi très compétents. Et peut-être que leurs qualités sont peut-être plus valorisées dans les parcours qui conduisent à ces très hautes fonctions.
Je ne sais pas quoi répondre, en fait. Peut-être que quand on doute trop, on a moins envie aussi. Peut-être, je sais pas. Donc déjà, j'aimerais voir des chiffres. Je suis pas sûr qu'on en ait si peu. Une dernière question, du coup. Est-ce que les agros précisent pas du fait que la biologie, elle a longtemps été vue comme une science molle et en réalité, c'est toujours une science entre guillemets molle par rapport justement aux sciences dures où on a plus de certitude a priori. Et une image pour laquelle en fait les agros pourront jamais se détacher a priori. Question compliquée. Et à ce moment-là, est-ce que justement la capacité à se vendre, on n'irait pas la chercher ailleurs? C'est pas forcément un drame, c'est simplement une acceptation de la manière qu'on accepte que le monde dans lequel on vit est très complexe. On peut pouvoir se dire toute la complexité. On devrait pouvoir vendre cette compétence. Je pense que la biologie a beaucoup changé et on fait énormément de modélisation mathématique en biologie. Donc, ça veut dire sciences dures et sciences dures, mais et si on a des polytechniciens dont vous parliez qui rejoignent ces domaines-là, qui s'y intéressent et qui ont du succès, c'est aussi justement parce qu'ils ont des compétences particulières en mathématiques qui sont plus qu'utiles dans le domaine de la biologie. Après, sur l'image, oui, sans doute qu'on empathie un petit peu. On empathie, mais je pense qu'il y a aussi des opportunités, des chances. Typiquement, la parité, où à l'agro, on a une diversité de genres qui est beaucoup plus importante que dans les écoles d'ingénieurs où on va retrouver moins de 20% de femmes. Donc c'est aussi, faut aussi voir les côtés positifs, je pense. Ce qu'on ne représente pas du tout. Ce qu'on ne représente pas du tout. C'était pas un choix. Oui. Peut-être un élément qui rallie pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'agro dans les hauts fonctionnaires et quel est d'ailleurs un seul qui manque dans les études d'agro-parité, c'est que, moi c'est mon ressenti en tant qu'élève ingénieur, on nous a pas trop expliqué l'importance des politiques dans les changements qu'on doit faire dans les prochaines années. On nous dit les problèmes, c'est voilà, il faut réduire ça, etc. C'est super, on le sait. Mais un levier d'action qui n'est pas à 100%, mais qui est quand même un levier d'action important, c'est les décisions qui sont prises au niveau politique. Et justement, on nous incite pas, mais on nous montre pas l'importance de s'engager peut-être politiquement dans justement ces ministères, etc., ou être fonctionnaire pour essayer d'influer. C'est pas tout à fait la même chose de s'engager politiquement et de rejoindre un ministère. Non, Oui. Mais, c'est bien triste, hein. Et donc, si je suis là, je devrais être là pour vous dire avant tout de rejoindre les troupes des ministères, des collectivités locales. Oui, on a vraiment besoin que vous veniez. Je trouve qu'on a de plus en plus de mal, nous, à recruter. Et c'est vrai que le premier levier, c'est les politiques publiques. Donc, oui, pour faire changer les choses, il faut venir travailler dans les administrations parce qu'on a besoin de compétences. Je veux bien rebondir là-dessus parce que c'est un vrai sujet ce que vous avez avancé. Je pense que donc moi je suis PG 96, je suis là. Quand j'ai fait mes études, j'ai pas compris ce que c'était que là. On m'a pas expliqué, j'ai pas compris. J'étais pas d'une famille qui connaissait ces dispositifs-là, donc je suis passée complètement à côté. A posteriori, je regrette pas forcément parce que il y a peut-être un cadrage qui est un peu compliqué pour moi. J'aime bien partir un petit peu dans tous les sens, donc je travaille sur l'agriculture et l'environnement. En revanche, que ce soit dans l'administration ou dans les collectivités publiques, les agros, on les trouve pas. Et pourtant, c'est aussi là qu'on agit pour faire changer les politiques. Quand je parle de politique, du coup, c'est en termes d'action, hein, on est vraiment sur le côté à la fois ministère et collectivité publique. Et les agros, c'est par contre d'avoir des offres d'emploi super intéressantes sur le sujet. Je sais pas où ils sont, les élèves. Faire des conseils. C'est dans l'administration. Non, mais non, parce qu'il n'y a pas que le conseil, il y a ceux qui agissent sur le terrain, et de plus en plus, il y a des vrais gros besoins d'interface agriculture-environnement sur lesquels nos connaissances sont fondamentales, et pour autant, voilà, les jeunes qui sortent de l'agro-paritech, moi j'ai du mal à les capter. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet pour moi avec la complexification aussi de l'écosystème agroparitech, puisque à l'époque on avait juste Grignon, c'est le cursus ingénieur, c'est un peu plus simple. Aujourd'hui, il n'y a pas un cursus, il y a 1000 cursus.
Typiquement, voilà, moi j'ai fait l'alternance, je me suis rendu compte que j'ai pas mal d'amis qui ensuite s'étaient dit, ah, c'est vrai que j'aurais bien fait en fait l'alternance, mais en fait on nous en parle pas assez. C'est parce que je cherchais à faire l'alternance et je me suis dit, est-ce qu'il y a une alternance à AgroParisTech? C'était dans ce sens-là. C'est vrai que le corps des ponts, des eaux et forêts, on en parle, enfin, ça reste quelque chose d'obscur quand on doit faire ce choix, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont encore un peu obscures. Donc, dans les petites notes de la réforme du cursus, je pense que de clarifier ça et de montrer aussi ce qu'on peut faire et d'essayer de faire en sorte que ce soit compris, je pense que c'est un enjeu qui est hyper important. Donc, je remercie le public et les intervenants pour toutes les réponses qui ont été très enrichissantes et très intéressantes. Maintenant, je vais laisser la parole à Jeannette qui va du coup, questionner le futur et pouvoir philosopher avec le futur. Merci beaucoup, Sarah. Donc, effectivement, philosophons un petit peu et projetons-nous vers l'avenir, un agro demain. Et je vais commencer par une première question. Pensez-vous qu'actuellement AgroParisTech prépare correctement ses étudiants à faire face justement aux enjeux, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, l'environnement, la santé ou encore l'agriculture? Par exemple, Madame Adiogo, dans votre secteur, dans le domaine d'expertise. Dans l'agroalimentaire, parce que moi je suis vraiment plutôt agroalimentaire. Bon, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Voilà, en disant que, par exemple, moi j'ai fait mon année, c'était sur l'innovation, sur de la R&D, et c'est vrai qu'on repart toujours sur du fonctionnel. Par exemple, on va parler des additifs, de toutes ces choses. Et moi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est d'avoir, comme je disais, un œil du cuisinier, par exemple. Ça a beaucoup changé ma façon d'appréhender l'agroalimentaire, la transformation. C'était d'aller comprendre l'aliment. Et donc mes différents, je sais pas, confrères, je sais pas comment dire, ils ont beaucoup parlé du vivant et tout ça. Après, je sais pas si ça vient de l'agro. Bon, moi j'ai fait une année à l'agro. Et nous, dans la transformation alimentaire, on a quand même des vieilles pratiques. Je trouve, on a tendance à dire on va arriver à telle chose, on va arriver à une gelée, donc bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et finalement, les cuisiniers, eux, ils m'ont permis de voir qu'il y a un historique déjà. Donc on n'a pas décidé de faire des gelées, les gens arrivaient déjà à faire des gelées, et puis les gens les ont transposées en gelées sucrées ou quoi que ce soit. Donc je trouve que il y a peut-être ce côté, je sais pas, on peut dire historique, anthropologique, donc ramener peut-être nous dans l'alimentaire, aller être plus sur le vivant, justement. Parce qu'on est beaucoup plus sur des choses techniques, fonctionnelles que le vivant. Il y avait une réaction justement pour en tout cas, de mon ressenti, j'ai fait que 2 ans pour l'instant à AgroParisTech, je suis en césure, et je trouve qu'on nous donne l'opportunité de choisir ce qu'on veut via les UCA etc. On a vraiment, si on veut s'orienter plus vers une UC qui parle de transition agroécologique, etc., on peut le faire, mais on peut aussi ne pas le faire. Et la question, je sais pas, pour ça AgroParisTech est légitime de plus nous inciter à aller vers à faire ce genre de choix-là, de choisir des matières qui vont nous apprendre des compétences qui vont nous être utiles pour les enjeux futurs. Ou est-ce qu'on doit garder une certaine neutralité par rapport à ça? Je sais pas, mais c'est une question peut-être à poser pour la réponse. Merci beaucoup pour votre retour. Et vous, par exemple, Monsieur Polo, en ce qui concerne le secteur de la recherche et de la santé? Non, moi je pense que le monde, l'humanité, les humains sont devant des questions existentielles comme on n'en a jamais connues. Et l'agro peut apporter beaucoup. AgroParisTech peut apporter beaucoup parce que on est à la confluence d'un ensemble de connaissances et il faut trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont pas yaka, elles se construisent, elles sont pas toutes pertinentes, il faut les tester, il faut de l'humilité, mais il faut trouver des solutions. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux en dehors d'AgroParisTech où ça peut être mené de façon raisonnée, raisonnable, concertée, en écoutant les différents points de vue, en
faisant appel à éventuellement des nouvelles connaissances aussi. Il y a une souplesse avec une école d'ingénieurs qu'on n'a pas à l'université. On peut bien sûr monter des cursus à l'université, mais là il y a des moyens qui sont donnés. Il y a les étudiants. Le fait que le socle des étudiants qu'on va retrouver dans AgroParisTech soit sélectionné, ça apporte quelque chose. C'est vrai, il y a d'abord des attentes de la part des étudiants et étudiantes, bien entendu, et derrière il y a moyen de les accompagner, de les inciter et plus qu'un socle de connaissances d'ailleurs. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on apprenne. On le fait, hein, c'est apprendre à apprendre, et là c'est apprendre à trouver des solutions, sachant que ces solutions, là je c'est extrêmement, il y en a peut-être 1 sur 100 qui sera pertinente, mais il faut accepter ça et mettre en œuvre ce qui permet d'aller le plus vite possible à tester telle ou telle solution. Voilà. Merci. Je pense que AgroParisTech a cette position unique par rapport aux défis que l'humanité vit actuellement. Votre réponse est vous, monsieur Jean. Qu'en pensez-vous? Je suis peut-être pas assez en relation avec des étudiants qui sortent de l'agro et avec le monde enseignant de l'agro pour dire si effectivement on forme bien ou pas à l'agro compte tenu de tous ces enjeux. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il me semble qu'il y a 2 choses très importantes qu'il faut maintenir dans ces cursus. Il faut continuer à faire de la science à l'agro, ça me semble essentiel. Il faut faire des maths, il faut faire de la modélisation, il faut prendre du recul quand on modélise parce qu'on se rend compte que ça marche pas bien et ça nous permet d'avoir du recul par rapport à tout un tas de chiffres qu'on entend, tout un tas d'approches. Il faut faire des statistiques, je pense que ça doit rester au cœur du cursus de l'agro. Et le deuxième point, c'est un peu le corollaire dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de l'humilité, le doute, je sais pas si c'est les bons termes, mais c'est l'écoute. On est dans une société où face à tous ces enjeux, les gens ne s'écoutent plus et se radicalisent. Et je trouve que c'est dommage. Moi, je suis confronté à ça dans mon quotidien. On a d'un côté des agriculteurs, d'un côté des écolos. Ce terme est complètement ridicule, mais en fait, tout se polarise, se radicalise. Les gens s'écoutent plus, ne parlent plus, et je suis pas sûr que ce soit une bonne façon de faire pour affronter tout ce qui nous attend. Donc l'écoute. Je sais pas si on apprend à écouter, mais... Et oui, monsieur Lépinot, quand pareil, je partage. Effectivement, on n'est pas dans un monde binaire et il faut apporter de la nuance. Et je pense que les agros ont ce rôle aussi parce qu'on a cette capacité d'apporter de la nuance. Et il nous manque aujourd'hui, pour mener à bien, on va dire, les transitions qui sont nécessaires, il nous manque un acteur de référence qui ait les connaissances et les compétences techniques qui sont nécessaires pour mener à bien cette transition, et qui a à côté de ça cette prise de recul, cette capacité à aborder de nombreux sujets, cette capacité à prendre en compte des sujets qui soient sociaux, qui soient économiques, etc. Et cet acteur de référence, aujourd'hui, il n'existe pas, mais pour moi, il existe déjà, en fait, c'est AgroParisTech, puisqu'on est déjà l'Institut d'excellence de référence sur les sciences du vivant et de l'environnement, et on a, par cette casquette notamment d'ingénieur, alors peut-être un peu plus le cursus d'ingénieur, mais on a cette polyvalence, on a cette capacité à aborder de nombreux sujets. Et donc AgroParisTech devrait être en France l'institut de référence sur ces questions de transition. Et donc pour moi, la question à se poser, c'est comment ça se fait qu'on ne soit pas dans le débat public cet institut de référence et essayer de voir comment on peut réformer le cursus pour répondre à cette question-là, puisque pour moi, en termes de compétences, il n'y a rien à changer, à la marge, mais en tout cas, les compétences sont là. Merci beaucoup pour votre retour. Et justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que, selon vous, AgroParisTech doit rester généraliste, justement, et toujours avoir cette vision systémique où il faudrait davantage la spécialiser et être comme une autre école d'ingénieurs agronomes, plus spécialisée comme les autres qu'on trouve en France, par exemple? Qu'en pensez-vous? Non, c'est notre force, cette capacité justement à être générale et à pouvoir être dans le détail aussi. Et c'est notre force, c'est notre spécificité, c'est ce qui fait notre excellence. Et donc ça, il faut le maintenir et le faire fructifier. Donc c'est fondamental. Et vous, monsieur Janton, qu'en pensez-vous?
C'est un peu paradoxal, je trouve, de dire que depuis le début de cette soirée, on dit qu'on est des ingénieurs du vivant et ensuite on finit par dire ouais, mais notre spécificité c'est généraliste. Tout est une question d'échelle. Généraliste dans le domaine du vivant, oui, allons-y. Après, généraliste, non, il faut qu'on garde notre spécificité par rapport aux autres écoles qui sont sur le plateau de Saclay. On a une école d'ingénieurs particulier, on s'intéresse à un objet particulier et ça, il faut le garder. Donc, c'est une question d'échelle, mais oui, après, il faut pas, ça serait dommage de n'avoir que de l'agroalimentaire, de n'avoir que de l'agronomie, ça, oui, je suis d'accord. Et vous, monsieur Collot? La même chose, absolument. Il faut que, non, mais c'est vrai. Le défi du 21e siècle, enfin, le défi que l'humanité doit affronter actuellement, c'est celui du changement climatique, de la biodiversité qui met en péril notre devenir. Donc, AgroParisTech, c'est l'endroit par excellence pour réfléchir à ces problèmes-là et apporter des réponses ou tenter d'apporter des réponses à des questions qui deviennent de plus en plus brûlantes. Merci. Oui, vous, Madame Diogo, qu'en pensez-vous? Je pense vous avez raison. D'accord, merci beaucoup à tous pour vos retours. Et donc maintenant, si on creuse davantage, justement, bon, on est parti sur cette idée d'ingénieur du vivant généraliste. Quels seraient, selon vous, les enseignements qui mériteraient d'être revisités, d'être davantage, par exemple, approfondis dans la formation proposée? C'est plutôt aux étudiants qui sont actuellement à l'école de nous dire qu'est-ce qui lui semble leur manquer. Oui, mais vous, justement, d'un point de vue, puisque vous êtes alumni, d'un point de vue externe, là, voilà, avoir un regard rétrospectif sur la formation actuelle. Donc, qu'est-ce qui manque, selon vous? En soi, on l'a déjà dit, c'est une synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mais comme, globalement, on a tout, mais on n'arrive pas à être l'acteur de référence parce qu'on n'arrive pas à simplifier et à transmettre, et ben, ce qu'il nous faut, c'est ces cours qui nous acceptent, qui nous apprennent, à simplifier pour être entendu et à transmettre et à embarquer. C'est ça qui nous manque. Et je dirais également que j'ai apprécié sa réponse à l'avant-dernière question sur le fait des personnes qui apportent des solutions, parce que c'est bien de savoir ce qu'il en est, mais en général, les personnes, les gens lambda, on peut leur dire des choses, mais s'ils voient pas comment ils peuvent agir, et on voit que les gens, même face à l'écologie, ils essaient d'agir parce qu'on leur dit, achète en vrac, ils achètent en vrac, mais de même, ils n'auraient pas forcément pensé. Donc, simplifier, c'est aussi en proposant des solutions, des solutions qui permettent aux gens de se sentir aussi acteurs et de ne pas avoir une vision fataliste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que souvent des personnes qui viennent du monde du business, je dis ça, eux, ils viennent vraiment en disant, en plus ils ont été formés j'ai trouvé un problème et voici la solution que je vous propose. Ben du coup ils sont bien entendus parce qu'ils viennent avec une solution, ils viennent pas en présentant tout un contexte. Disant, ben voilà où nous en sommes et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que surtout celui qui n'y connaît pas grand-chose peut faire? Et en plus, les gens aiment bien faire partie du mouvement. Donc, par des petits, en vulgarisant et surtout en proposant des petites solutions, même si ça répond pas à tout. Comme il parlait d'humilité, ça peut déjà aider à prendre plus de place dans le paysage public. Merci beaucoup pour votre réponse. Et le public, qu'en pensez-vous, que ce soit en présentiel ou en distanciel, sur justement les cours qui devraient être enrichis ou apportés à la formation? Écologie, c'est le contexte. J'essaye d'aider. Faut pas se plaigner. Oui. Pourquoi pas de Grignon 66 dans longtemps. J'ai été président des délégations en 1968, donc marqué l'étiquette d'anarchiste, bien sûr. Vous avez passé 3 mois dans une organisation d'enseignement,
était faite autour de chaires. Il y avait une chaire, sciences du sol, il y avait une chaire, d'économie, il y avait une chaise, etc. Et il n'y avait pas de moyens de transversaliser tout ça et de mettre en connexion les différentes disciplines. Et que si on trouvait de l'intérêt dans les stages, c'était que dans notre stage, on était obligé, nous, de refaire cette connexion entre l'économie et l'écologie ou la science du sol, etc. Ça, c'était extrêmement intéressant. Et que, à Grignon, il y avait une dimension de vie dans un périmètre restreint où se développaient aussi inévitablement des sciences humaines, de la camaraderie, une relation. On vivait vraiment quelque chose de très puissant. Hein, on avait une bulle, on était... et je crois que cette qualité humaine qu'on avait acquis à Grignon, auquel j'étais très attaché, eh bien, dans la vie, ça peut se traduire très rapidement. J'ai été amené à la fin du cursus à faire un travail de mémoire, de recherche en écotoxicologie. Donc là, c'était de la recherche à la circulation d'un polluant à travers l'organisme qui traverse les foies, qui se va stocker dans le foie, etc. Ça, c'est l'heptachlore, hein, la famille des organochlorènes, et qu'on va retrouver dans le vitellus des œufs. Et les poussins, quand ils mangent chlore, ils peuvent pas manger tout de suite, donc ils vont utiliser d'abord leur réserve du vitellus, et le produit toxique se trouve dans le vitellus, et bien entendu, à ce moment-là, le poussin meurt. Donc il y avait une rigueur, et ça, je crois que l'agro nous apprend à avoir de la rigueur scientifique. Donc ça, je crois que il faut le dire, parce que dans certains discours en écologie, quelquefois, résultait un petit peu du manque de rigueur. Bien. Pas confondre l'écologie scientifique et l'écologie politique. Mais... Ah oui. Non. L'écologie, c'est une science. L'écologie, c'est une science. C'est une science, et il y a des spécialistes qui sont intéressants à connaître. Quand on dit, moi j'ai été interrogé par le pouvoir politique en tant qu'agro pour travailler sur la résolution d'un problème. La France est accusée par les 3 cours de justice européenne, Conseil de l'Europe, etc., sur des questions de chasse. J'ai fait toute ma carrière sur la chasse. Et on m'a demandé d'assister des marches de réflexion parlementaire préalable à l'élaboration d'une loi, et j'ai fait la loi chasse en 2 juillet 2000. J'ai venu chercher un agro. Bon, c'est pas un hasard. Et c'est pas un hasard non plus, après que dans l'optique qu'a choisi le Conseil économique et social, qui n'était pas encore environnemental, 16 maintenant, il était présidé par le président de l'ANIA, de l'industrie agroalimentaire, et il y avait une formation tout à fait différente, comment économique, hein, c'était bon, il voulait absolument avoir un agro pour pouvoir faciliter la discussion et essayer de rassembler des points de vue différents pour amener à proposer des solutions pour réinventer la chasse pour le 21e siècle. On peut pas d'ailleurs. Bon, mais c'était marrant. Et c'est marrant qu'on ait choisi l'agro. Et dernier exemple, on a choisi. Un jour, j'ai un coup de téléphone, type qui me dit, je suis géologue, mais je suis avec des anciens élèves des grandes écoles, de l'X, Centralien, des ponts, des super-agros, super-élèves, etc. Mais je n'ai pas d'agronome. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir rentrer dans notre groupe? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, etc. Je suis rentré dans le groupe. C'est extrêmement intéressant parce que finalement, ce que moi je suis susceptible d'appeler cette approche écosystémique, systémique, et d'essayer de mettre en relation les gens les uns avec les autres et de discuter de l'intersection des savoirs. Et je pense que ça peut vraiment
mon problème actuellement, c'est vraiment, ayant fait ayant été responsable d'un service de recherche, ayant passé des tas de contrats de recherche avec le CNRS, Maghreb, etc. Bon, je suis dit, obsédé par la transmission, essayer de, comment est-ce que je vais arriver à convaincre les gens qui s'intéressent à la biodiversité? Et que ça soit pas simplement des règles qui viennent d'en haut. Il faut que ça vienne d'en bas. Et il faut qu'il y ait des exemples, qu'on mette en exergue ces exemples, on dise à partir de ces exemples, on va bâtir des règles. Mais pas l'inverse. Et en Côte d'Ivoire, je suis arrivé dans un truc incroyable, un service militaire, après c'est... Excusez-moi, pour des raisons de timing, si vous voulez bien synthétiser votre réponse. Excusez-moi. Je suis un peu long, pardon. Mais j'ai eu à vivre d'une transplantation d'une ethnie qui devait faire un saut de puce pour s'implanter dans un territoire sur lequel il n'y avait eu personne. Parce que elle était repoussée par la désertification d'eau Sahel. Eh bien, là, moi j'y suis allé pour essayer d'accueillir de façon rationnelle les gens, je faisais les terrains, etc. Et j'ai découvert que j'étais complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Et il fallait que je comprenne comment fonctionnait leur système pour pouvoir finalement trouver une solution et la construire et améliorer la situation, améliorer l'environnement, etc. Mais leur système avait vraiment beaucoup de valeur. Et j'ai appris beaucoup de choses des Africains, plus que moi, j'en ai avant. Finalement, vous avez redit les mots transmission, la complexité des choses, systémique, etc. On le retrouve. Il y a la transversalité qui était au début de votre propos, qui est quand même très importante. Alors, c'est compliqué de répondre pour nous qui sommes sortis de l'école il y a un petit moment, puisque comme vous le disiez, je ne sais pas quoi ressemblent les enseignements actuellement, donc j'aurais du mal à me positionner dessus. En revanche, effectivement, pour travailler à l'interface agriculture et protection de la ressource en eau, c'est ultra important que quand on parle d'agriculture à l'agro, on puisse en parler, on soit éveillé à tout ce qui peut y avoir dans le champ autour, c'est-à-dire la production d'eau, l'impact de l'agriculture sur l'eau, sur la biodiversité, sur le climat, etc. Et que cette transversalité, je ne sais pas si elle est déjà dans le cadre du cursus et si elle est suffisamment appuyée, mais en tout cas, c'est absolument essentiel d'avoir l'ensemble de ces ingrédients. C'est un petit peu si lourd. Moi, je retiens aussi la science. Enfin, je reviens dessus. Hein. On a des scientifiques et on est dans un monde où beaucoup de gens affirment des choses avec beaucoup d'aplomb. Et je pense qu'il faut revenir à des choses en dur, la science. Et la science, on passe son temps à s'interroger et à se réinterroger. Et c'est dangereux, ces gens qui affirment des choses de façon trop... Merci pour... pardon, oui. Je suis actuellement, l'agro, pour moi c'est fini, mais je suis en double diplôme, mais je suis d'accord avec vous. Je suis actuellement en alternance et dans l'entreprise dans laquelle je travaille, vu qu'on met la casquette d'ingénieur agro, ils viennent me voir pour des questions diverses variées. Enfin, ça va d'abord, un jour, on va me poser des questions sur les terres marginales, etc. Et le jour d'après, on va me poser des questions de biochimie, voir si une plante peut se transformer de telle manière. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est assez important d'avoir ce cursus un peu général au départ, puis se spécifier au fur et à mesure. D'avoir un socle de culture générale. Enfin, si, c'est de la culture générale, au fond. Mais de la culture générale scientifique sur le vivant. Comme ça nous donne un peu cette assurance, se mettre en confiance ensuite pour répondre à différentes questions. Parce qu'après, on nous met la casquette ingénieur agro et on va nous poser des questions vis-à-vis du vivant. Avant, quelques années, c'était déjà ce cas-là, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que c'est assez important de garder cet aspect-là, d'abord être généraliste du côté du vivant, comme vous l'avez dit, pour ensuite se spécifier. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, dans le conseil et de manière générale en entreprise, les agros sont très bons pour désiloter et rechercher pour ça aussi. Le conseil, désiloter.
Une dernière question? Oui, ça prend 20 secondes. Mais après, là, c'est mon point de vue, donc à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'au vu de l'urgence de ce qui se passe en ce moment, je parle de les enjeux, et du consensus qu'il y a scientifiquement par rapport à toutes ces questions-là, je pense qu'AgroParisTech a quand même des responsabilités dans ce socle scientifique qu'on va regarder, à quand même nous inciter à œuvrer dans ce sens-là, parce que c'est un consensus scientifique, c'est pas un point de vue pas, ça doit être fait comme ça pour X et Y raison. Et pour moi, il faut que l'enseignement soit plus poussé vers comment en agroalimentaire, bon, j'ai pas fait d'agroalimentaire, j'ai pas fait des deux, mais comment en agroalimentaire les procédés doivent être améliorés pour que ça pollue moins, je sais pas, énergétiquement, enfin, je connais pas les processus, comment est-ce que on doit plus faire de la lutte intégrée, comment est-ce qu'il faut en agriculture, voilà. Ouais. Je pense qu'AgroParisTech a cette responsabilité de plus pousser à ça, des dernière question. Ah oui. Je vais juste rebondir très rapidement sur les cours qui pourraient être un petit peu ciblés sur d'autres sujets, notamment quand je suis arrivé l'année dernière en deuxième année, je suis en double diplôme avec l'école de géologie de Nancy, UNSG, et je me suis aperçu qu'on avait assez peu de cours à l'agro sur le climat, alors que c'est quand même un enjeu actuel, et on entend beaucoup de données un peu partout dans les médias, donc ce serait peut-être bien d'avoir là un éclairage vraiment scientifique sur le climat, l'évolution du climat, avec des données claires et précises. Voilà, je pense que ce serait peut-être intéressant pour la réforme de parsemer certains aspects du cursus ingénieur avec des cours sur des vues spécifiques pas mal. Si je peux permettre une petite remarque, c'est le cas en première année. Ok, je suis pas sûr la première année comme sciences politiques. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très pertinentes. Alors donc l'heure tourne, donc on va conclure. On a vu au terme de cette soirée sur une thématique qui nous touche tous, comme on l'a dit au début, que donc définir l'ingénieur, un élève est diplômé d'AgroParisTech, donc ça va être compliqué. Et puis finalement, on se retrouve à le définir autour de certains mots-clés qui sont ressortis tout au long de cette soirée, et que donc les compétences diverses et variées qui sont acquises à l'agro permettent justement à un diplômé d'AgroParisTech de travailler dans tous les secteurs et de finalement pouvoir être apte à travailler dans tous ces secteurs, et que justement avec cette réforme qui est en marche, le cursus ne va faire que s'améliorer, et voilà. Et je redonne la parole à Sarah. Et du coup, d'abord, il y a une conclusion de Monsieur Guillen. Je voulais juste dire deux mots à propos effectivement je vais paraphraser monsieur d'ailleurs. Félix. Merci, pardon. Le sujet de la réforme du cursus, c'est avant tout un sujet de réflexion collective. C'est la manière dont l'école veut mener ce chantier, parce qu'évidemment, difficile de faire atterrir une réforme qui n'aurait pas été conçue par ceux qui vont la mettre en place dans les mois qui suivent. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis là ce soir. Je tiens à dire que cet événement a eu lieu, est né avant même que j'arrive moi dans le sujet. Donc ça bouillonne. Les gens veulent réfléchir au sujet, veulent définir ce que c'est que l'identité de l'ingénieur AgroParisTech, et des gens qui passent par cette école et qui nécessairement bénéficient de cette identité-là. Et donc voilà, on est en train de mettre en place finalement tous les canaux par lesquels nous, alumni, vous, alumni, vous, étudiants, mais vous, décideurs et acteurs du monde socio-économique qui de manière plus ou moins consensuelle, estimer que l'identité agro et de fait les futurs agro, ParisTech, seront des acteurs incontournables finalement des enjeux auxquels on est confronté. Donc plus il y en a, plus on va s'en sortir d'une certaine manière. Pour contribuer à toutes ces réflexions, aujourd'hui on a des référents pour chaque type de communauté, donc des référents alumni, des référents étudiants, etc. Avec lesquels aujourd'hui on est en train de structurer la manière dont on va réfléchir. Réidentifier pour les étudiants dans la salle ou en distanciel, effectivement Enzo Méré là qui est en 2A, il y a Daphné Seaï pareil qui derrière fédère un petit peu les forces vives. C'est pas un petit chantier que d'essayer d'embarquer des milliers de personnes sur une réflexion.
il y a un organe de réflexion centralisé, mais derrière, on va aller fédérer et mobiliser les gens sur des sujets plus précis derrière, parce que vous doutez bien que les enjeux sont multiples. Par exemple, si effectivement la communauté acte que il faut réviser le cursus ingénieur en fonction des enjeux de transition au pluriel, qu'est-ce que ça veut dire de modifier le cursus ingénieur sur la base des transitions? Voilà, il y aura besoin d'un groupe de travail dédié avec, pareil, aussi représentatif de la communauté que notre groupe de réflexion globale l'est. Et donc, voilà, on a besoin d'énormément de ressources pour réfléchir, parce que les enseignants-chercheurs sont ceux qui vont délivrer la connaissance, parce que les étudiants sont les premiers bénéficiaires de cette ressource-là, parce que les alumni sont ceux qui ont le plus de recul sur effectivement ce qu'est un ingénieur agro peut-être et les jeunes diplômés sur les cours qu'ils ont pu recevoir, et parce que voilà, c'est vraiment un chantier assez conséquent, et vous êtes absolument bienvenus pour y contribuer. Il y a des enjeux en lien avec la recherche, comment au mieux transvaser toute cette exploration de la complexité sur les enjeux écologiques, mais pas que, dans un cursus et de manière, j'ai envie de dire, réactive, en live, le plus vite possible. Enfin voilà, une diversité d'enjeux dans lesquels évidemment vous allez vous retrouver. Je pense ne pas me méprendre si vous êtes ici ce soir présent, que voilà, vous avez à cœur de savoir ce que devient cette école, cette institution, c'est murs, si je puis dire, et donc voilà, c'est vraiment le moment de contribuer à la réflexion. Et si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui, rassurez-vous, ce sera pas fini dans 2 semaines, peut-être 3 à la limite. Mais voilà, on a un peu le temps de voir venir. Il y a une urgence, évidemment. Mais il faut pas confondre rapidité avec précipitation. Il faut pas confondre rapidité avec assertion et directivité brutale. On a besoin d'embarquer, on a besoin de fédérer, et voilà. Donc c'est vraiment l'objectif dans lequel on se projette. Donc s'il y a un message à garder, et je donnerai la parole juste après à Daphné, c'est si vous êtes intéressé, si voilà vous pensez que c'est le moment, voilà, vous avez un référent auquel vous référez de fait pour être mis en contact avec tout ce bouillonnement derrière. Et Daphné, du coup, tu voulais Oui, extrêmement rapidement. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent, donc je vais faire très vite. Mais effectivement, donc, on recrute des forces vives du côté des étudiants pour participer à la gouvernance de la réforme, donc fixer des lignes directrices de la réforme et puis assurer un travail de coordination entre les différents groupes de réflexion sur la réforme, pour participer à des groupes de travail, voilà, en compagnie d'enseignants-chercheurs, voilà, pour pouvoir mener un travail de fond en coopération en fait avec les enseignants-chercheurs sur la réforme, et puis également et bien, tout simplement, on est ouvert à toutes sortes de propositions de notre part, notamment de réflexion sur le fond de la réforme. Donc, par exemple, en ce moment, on a un groupe commun avec des alumni. On réfléchit à des propositions très concrètes à amener sur le devant de la table. Je pense que en tant qu'étudiant, on a la chance de pouvoir encore être idéaliste, de pouvoir proposer des choses. Merci. Donc, je pense que c'est vraiment, voilà, on a ce rôle-là à assumer dans la réforme. On a le rôle de pouvoir proposer tout et n'importe quoi, et puis ensuite, vous n'hésitez pas, les enseignants-chercheurs, l'administration, de s'occuperont de remettre des barrières et voilà, et de faire mais voilà, surtout si vous êtes intéressé et que vous êtes en première année, en deuxième année, en troisième année, n'hésitez pas à me contacter, la FCI. Surtout si vous avez un profil de D2, D4, donc c'est-à-dire si vous êtes axé sur l'agroalimentaire, on a du mal à associer. Donc, et aussi si vous avez un profil autre que sur les Parisiens, si vous êtes dans Nancy, dans Montpellier, vraiment, contactez-nous, on n'a pas encore de point de vue. Et puis, si vous êtes enseignant, si vous n'êtes pas ce sujet qui sera encore dans 1 an, donc gardez ça dans un coin de papier, et puis vous allez bientôt participer aux réflexions sur la réforme. Voilà. Merci beaucoup. Et désolée. Du coup, je vais juste me permettre de conclure sur cette soirée pour d'abord dire
Sincèrement, merci aux intervenants d'avoir participé. On sait que c'est un exercice qui est pas forcément simple. Il n'y a pas d'expert sur le sujet d'une identité, ça n'existe pas. Donc, merci d'avoir partagé vos expériences. Je pense qu'en ligne et dans le public, tout le monde en ressort enrichi. Donc, sincèrement, merci. Merci à Monsieur Liguen d'avoir intervenu d'abord. Félix. Sauf on l'appelle Félix. Oui, je sais pas, tu l'as fait. D'avoir présenté le... Mais il a fait l'agro et les arts. Oui, attention. Juste, il y a une question pour Félix. Si des réflexions surgissent suite à ce débat, à qui les partager et quel est le contact? Voilà, Daphné, si c'est étudiant, effectivement, sinon il y a moi, je pourrais rediriger vers les instances idoines. Mais voilà. Laissez libre cours à votre créativité, c'est le moment de la partager. Voilà. Wow, c'est une proposition absolument géniale. Donc merci surtout à l'association AgroParisTech Alumni qui nous a permis d'organiser cette conférence, qui ne sont pas là, à Marlène Stickel et Nicolas Berthomé qui nous ont aussi suivis. Encore une fois, merci merci à Gaëlle et Lucie d'avoir été là. Merci au reste du pôle alumni que vous voyez derrière, Exo qui a été cité plusieurs fois, et Samantha. Donc merci à tous. Pour les personnes en distanciel, on va se quitter maintenant. Et pour les personnes en présentiel, on va juste vous demander de reculer les tables. Et bien, on le fait, oui. Donc merci à tous et encore merci à nos intervenants.